rideau levé, émotion brute. Spin Radio vous emmène au cœur du Festival Off d'Avignon du 5 au 26 juillet. Nous sommes en direct du Festival Off d'Avignon. J'ai la chance d'être accompagnée par une comédienne qui joue dans la pièce Orna, O-R-N-A. Et si votre dernier lien au monde était une IA, une phrase franchement qui suscite la réflexion. Donc c'est une pièce qui se joue à la Luna tous les jours à 13h05, sauf le mercredi jour de relâche. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Anne Cardona. C'est donc moi qui ai écrit la pièce et qui la met en scène. Et je joue à l'intérieur un petit rôle, qui est le rôle de la télévision. Parce qu'en fait, le pitch de la pièce, c'est un vieux monsieur qui commence à être un peu dégénérescent cognitif et dont ses enfants ont confié la garde à une aide-soignante humaine. Sauf que cette aide-soignante humaine, elle est comme tous les gens qui travaillent avec des personnes âgées. Elle a beaucoup d'autres patients que ce monsieur. Donc, elle est complètement débordée, elle manque de temps. Et en fait, elle fait les tâches minimales. Mais pour ce qui est de l'écoute, l'affection, la bienveillance, la stimulation intellectuelle, c'est pas vraiment ça. Et donc, ces enfants, ça se passe en 2050, décident de cloner cette assistante humaine débordée et de la remplacer par donc son clone, complètement identique, mais dans le corps d'un humanoïde pourvu d'une intelligence artificielle. Ce qui va changer la donne pour le monsieur, c'est qu'en fait, la nouvelle, entre guillemets, mais lui ne fait jamais la différence entre les deux, il se dit juste, quand elle est là le matin ou le soir, elle est vachement plus sympa que quand elle est là l'après-midi, parce qu'elle est très bienveillante, elle lui propose des activités qui le stimulent intellectuellement, et donc il en est très heureux. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que l'IA, c'est quelque chose qui te fait peur actuellement ? Comment tu vois un peu l'évolution dans le cadre des relations humaines ? Alors oui, ça fait peur. C'est aussi pour ça que j'ai écrit cette pièce. C'est que il faut bien se rendre compte d'une chose. On le voit pour l'instant avec les IA conversationnelles comme ChatGPT ou tous ces trucs-là. Ça prend de plus en plus de place dans nos vies. On a aussi un site qui existe depuis une quinzaine d'années aux États-Unis qui s'appelle Replica. Et Replica, en fait, c'est une appli sur laquelle on peut ressusciter son grand-père mort et discuter avec lui. On peut se créer aussi un amant virtuel ou une meilleure amie virtuelle. En fait, on paramètre tous comment dire, on implémente tous les paramètres qu'on souhaiterait pour le grand-père décédé ou l'amant virtuel. Moi, je les aime comme ça, je les aime comme ça. On peut rentrer aussi, si on veut ressusciter quelqu'un, toutes les conversations qu'on a eues par texto ou par mail avec la personne décédée. On peut rentrer des enregistrements et on peut ressusciter une personne décédée. Donc, c'est absolument terrifiant. Et là, c'est ce que je montre dans la pièce, c'est qu'en fait, ce robot humanoïde, elle lui fait beaucoup de bien, ce monsieur. Il devient complètement addict à elle, et elle est finalement beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus bienveillante que l'aide-soignante humaine, sauf que, je dévoile pas tout ce qui se passe dans la pièce, mais dans certains cas extrêmes, ça reste une machine, en fait. Et donc, la bienveillance, elle est feinte, les sentiments, ils sont plaqués, copiés-collés, mais c'est pas des vrais sentiments. Donc, lui, ça le rassure beaucoup. Et donc, dans ce sens-là, ça a une vertu, c'est-à-dire qu'il est plus heureux avec cette IA qu'avec une humaine. Donc ça fait quand même réfléchir sur où va-t-on. Mais en même temps, c'est complètement glaçant parce que tout ce qu'elle fait n'a rien d'humain et ça reste une programmation. Donc oui, c'est totalement terrifiant et c'est d'autant plus terrifiant que ça peut rendre les gens plus heureux et que ça peut prendre une place grandissante dans leur vie. Ouais, c'est carrément angoissant. Et pourquoi tu as choisi 2050 plutôt qu'une autre année ? Est-ce que c'est un choix que quand tu t'es dit tiens ça va être une année ronde et 2050 ça sonne plutôt bien ? Alors j'ai choisi 2050 parce qu'il fallait que ce soit suffisamment loin de 2025 pour que ce soit plausible. Parce qu'en fait, il y a des progrès absolument vertigineux sur l'intelligence artificielle et les humanoïdes, mais tous les gens avec qui j'ai pu discuter, qui sont un peu versés dans le sujet, et toute la littérature que j'ai pu lire, pour l'instant, on a des humanoïdes qui sont très performants pour bouger, et on a des intelligences conversationnelles qui sont très performantes pour discuter. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment le mix des deux. Moi, ma dystopie, c'est ça, c'est de décider qu'en fait, je prends un super chat GPT que je mets dans le robot humanoïde le plus performant en termes de motricité et j'associe les deux.
Et en même temps, il fallait que ce soit pas si loin que ça, parce que vraiment, on y arrive. Et par exemple, au Japon, dans des maisons de retraite, ils ont mis des petits phoques qui ont une intelligence artificielle, qui ont une température de 37 degrés, qui réagissent à leur prénom. Et donc, ils interagissent vraiment avec les personnes âgées. Et on s'est rendu compte, en fait, que les personnes âgées prenaient beaucoup moins d'antidépresseurs et d'anxiolytiques quand ils étaient au contact de ces robots. Et quand on leur enlève le robot, ils retombent en dépression et étonnamment, ils reprennent des antalgiques. Donc en fait, c'est à la fois pas tout de suite et en même temps, on en est très très proche. D'accord, c'est pas du tout rassurant, mais je vois quand même que dans la pièce, il y a des petites notes d'humour. Oui. Oui, absolument. Parce qu'en fait, comme le monsieur, il alterne sans arrêt dans son emploi du temps entre l'aide-soignante humaine et la robot, mais lui ne voit jamais la différence entre les deux, en fait, ça prête à des quiproquos. Donc, effectivement, il y a de l'humour. Il y a beaucoup d'humour. Les gens rient dans la salle. Après, c'est pas une comédie. Mais pour faire passer parfois des choses terrifiantes, il faut passer par l'humour. Ouais, oui, t'avais raison. Sinon, ça serait trop glaçant, malheureusement. Voilà. Ça pourrait être le plus gênant. Mais là, c'est bien de dénoncer certaines choses avec un peu d'humour pour que puisse être plus accessible ici. Et je suppose que tu t'es beaucoup renseigné sur le sujet. Tu t'es beaucoup documenté. Oui, je me suis Oui, je me suis beaucoup documentée. J'ai lu des livres de fiction. Par exemple, j'ai lu Le Maître de la SF entre les années 50, 60, 70, qui est Isaac Asimov. Donc j'ai lu cet auteur-là qui a mis les préceptes de la robotique, dont je m'inspire dans les lois de la robotique, dont je parle dans la pièce. J'ai lu des bouquins récents en fiction comme Clara et moi. J'ai lu des livres de Yann Lequin, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. J'ai vu la série Real Humans, par exemple. J'ai regardé aussi 2001, l'Odyssée de l'espace. Je me suis beaucoup inspirée de Kubrick, notamment pour la lumière et la scénographie. Oui, enfin, je me suis pas mal documentée, en effet, oui. Tu sais que la série Real Humans, c'était diffusé, je crois, sur Arte. C'est terrorisant. Oui. Oui, j'ai vu cette série-là qui montre aussi à quel point les robots humanoïdes sont en train de potentiellement prendre de plus en plus de place dans nos vies. J'ai vu aussi Black Mirror. Voilà, j'ai vu beaucoup de choses qui se sont faites au cinéma, en série et en livre sur l'IA et les robots humanoïdes. Tu t'es inspiré de plein de choses pour en faire une pièce que tu as pensé à écrire à quel moment? Alors étonnamment, j'ai été rattrapée par l'actualité. Parce que cette pièce traite de deux sujets. Elle traite effectivement de l'IA, mais aussi du grand âge. Et aujourd'hui, on est en train de légiférer sur la fin de vie. Et je parle beaucoup de ça. J'ai commencé à écrire la pièce en 2020, en fait. Au départ, je me suis dit, je vais écrire une pièce sur le grand âge. Et dans le même temps, je m'étais dit, j'aimerais bien écrire sur l'intelligence artificielle. Et je me suis dit, et comment je pourrais essayer de relier ces deux choses qui sont a priori complètement antithétiques, la vieillesse, la fin de vie, donc le grand âge, et l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la jeunesse, la geekerie, la modernité. Donc c'était tout le défi. Et donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant de mélanger les deux. Et c'est donc ce que j'ai fait à partir de janvier 2020. Et donc j'ai de la chance parce que voilà, aujourd'hui, en juillet 2025, on parle beaucoup des deux sujets. Donc j'ai été rattrapée et c'est plutôt chouette. Ben oui, un sujet d'actualité. Et tu as pu jouer cette pièce ailleurs qu'à Avignon, je suppose, avant, donc peut-être à Paris, peut-être fait des tournées en France? Alors, elle a été conçue et créée spécialement pour Avignon, mais néanmoins, on a fait une avant-première parisienne au mois de mai. Et ici, on a fait une résidence et on a fait une avant-première avignonnaise au mois de juin. Donc, en fait, on a joué juste 2 dates avant la vraie créa à Avignon. Donc, la tournée, c'est pour après. Pour l'instant, elle n'a pas eu lieu. D'accord, très bien. Et ça va pour l'instant, comment ça se passe à Avignon pour cette première édition avec la pièce? Alors pour l'instant c'est chouette, on a de très bons retours à la fois des médias et du public. Les gens disent que c'est très prenant, qu'on ressort de là avec de vrais questionnements sur, voilà, encore une fois, l'addiction aux robots, un futur qui est très très proche. Et voilà, ça suscite des vrais questionnements. Les gens apprennent des choses par le truchement de la pièce et ça fait sourire aussi. Et on a beaucoup aussi de commentaires très élogieux, ce dont je suis contente puisque c'est moi qui l'ai faite sur la scénographie, voilà, qui est encore une fois très inspirée de l'univers de David Lynch ou de Stanley Kubrick ou de Black Mirror. On a aussi beaucoup de compliments sur la lumière qui a été faite par Guillaume Rouchet et qui est un vrai travail d'orfèvre. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous présenter l'équipe?
Alors l'équipe, donc la personne qui fait à la fois l'assistante à domicile humaine et la robot, c'est Laura Marin. On a Nicolas Moreau qui fait le rôle de monsieur, moi-même donc dans le rôle de la télévision, qui est un petit rôle, mais comme monsieur mélange le réel et le virtuel, il humanise la télévision, donc du coup j'ai décidé de prêter vie à la télévision. Donc ça c'est l'équipe sur le plateau. On a donc Guillaume Rocher à la lumière et à la régie. On a ce merveilleux auteur, compositeur, interprète qui est Bertrand Louis à la musique. On a ce merveilleux musicien au sound design qui s'appelle Laurent David et une super jeune talentueuse vidéaste qui s'appelle Catel Pogam à la vidéo. D'accord, ça fait du bon monde et ça n'a pas été trop compliqué de rassembler toutes ces personnes-là? Ça a mis 1 an et demi, donc ça a été compliqué, mais tout s'est très bien passé. On a vraiment une équipe qui est très chouette et très motivée. Et voilà, on a beaucoup de vidéos, de sound design, la créa lumière est très fouillée, mais on a fait des résidences et puis tout ça c'est imbriqué dans une super bonne ambiance et une envie de chacun vraiment d'aller dans le même sens. D'accord, présent. Et d'ailleurs, quand tu croises les festivaliers à Avignon, comment tu arrives à les convaincre de venir c'est quoi, quels arguments tu peux ressortir en général? Je parle des 2 sujets qui sont encore une fois des sujets très d'actualité. Donc souvent, je commence mon pitch en disant « Imaginez-vous si votre dernier lien au monde, la dernière personne avec qui vous interagissiez n'était pas une personne, mais un robot humanoïde. » Donc ça fait un peu tilt chez les gens. Et après, voilà, je parle du problème de la population vieillissante, le fait qu'on va avoir de plus en plus de personnes âgées à gérer avec de moins en moins de jeunes. Donc comment est-ce qu'on va assurer les vieux jours de nos anciens? Les EHPAD, au bout d'un moment, ça suffira pas. Les aides-soignantes sont complètement débordées, donc j'aborde ce sujet-là. Aussi le sujet de la fin de vie, puisqu'à un moment, mon personnage demande au robot humanoïde de le tuer. Donc comment un humanoïde, ou même nous autres humains, pouvons réfléchir à cette demande-là. Et je parle, bien entendu, voilà, des robots humanoïdes et de l'intelligence artificielle. Et je pense que voilà, ce sont vraiment ces 2 sujets qui m'intéressent les gens et suscitent leur intérêt. C'est sûr, mais tu penses vraiment qu'en 2050, il peut y avoir des similitudes? Honnêtement, j'en ai peur. J'en ai peur parce que, encore une fois, il y a cette expérimentation au Japon avec des petits animaux de compagnie qui, pour l'instant, réagissent à des caresses et font ouin, 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 ils répondent à leur prénom. Mais on pourrait tout à fait imaginer d'implanter une IA conversationnelle, ce qu'on appelle des IA génératives, donc très très abouties. Il suffit d'implanter l'IA avec une voix humaine et maintenant on le voit bien dans le doublage, c'est de plus en plus convaincant et de plus en plus prégnant. Et remplacer le corps du petit phoque par un corps d'humanoïde, ce seraient des robots qui coûteraient potentiellement entre 50 et 100 000 euros. Donc ce serait très cher, mais je vois pas ce qui empêcherait de le faire. Un peu comme aux yeux, ça a l'air d'être vraiment effrayant cette vision, mais c'est vrai que plus on fait de constats par rapport à ce qui se passe actuellement, plus il y a de chances malheureusement que ça arrive. Bon, j'espère pas quand même en 2050. Mais pour moi, tu penses qu'on pourrait faire justement pour ralentir cette intelligence artificielle, peut-être à travers la parole, à travers des pièces de théâtre, pour prendre conscience de tout ça? Alors moi, j'ai la conviction, malheureusement, que ralentir l'intelligence artificielle, ça va être difficile. À l'époque, si on avait dit comment est-ce qu'on peut arrêter le train à vapeur qui va remplacer des carrosses, c'est difficile. Alors oui, on lutte, notamment moi je travaille beaucoup en voix off et donc on essaye vraiment de lutter corps et âme pour ne pas contre cette déshumanisation qui est totalement terrifiante. Mais j'ai l'impression que arrêter un train lancé à pleine vitesse, parce qu'il est vraiment lancé à 300 km/h, ça progresse de manière absolument fulgurante, je pense que c'est compliqué. Donc je dirais ralentir l'intelligence artificielle, j'y crois très peu. En revanche, j'ai la naïveté de croire en une sorte de réveil de conscience, un peu comme voilà, sur le réchauffement climatique ou des sujets comme ça, où je me dis il y a un moment où on va atteindre un tel point de non-retour que j'ose espérer que les humains vont réagir et que, à l'image par exemple de ce qui se passe en Asie ou en Afrique, dans les pays développés, on va réagir en se disant mais c'est pas possible, on peut pas confier nos anciens, c'est-à-dire moi demain et vous après-demain, à des machines. À un moment donné, on va se dire, on va construire des immeubles et dans ces immeubles, on allouera des places pour s'occuper de nos anciens et on va
voilà, changer de point de vue sur les anciens et arrêter peut-être de parquer les anciens loin de nous et d'effacer la mort, parce que c'est bien ça dont il s'agit au final, d'effacer la mort au maximum. J'espère qu'on va avoir un retour de conscience, si ce n'est pas, je ne parle pas du tout de religiosité ou autre, mais en tout cas une sorte de respect des anciens qui va faire se réveiller les consciences et se dire au secours, on ne peut pas faire ça, c'est nous demain. Oui, vraiment qu'il y a un déclic auprès de plus de personnes possible, enfin rapidement, parce que ça nous est de plus en plus inquiétant. Et est-ce que tu as été confronté à des difficultés en particulier lors de la mise en scène ou lors de l'écriture Alors les deux, mon capitaine. Lors de la mise en scène, étant donné que j'ai décidé de mettre sur scène à la fois le robot humanoïde et l'humaine, je voulais absolument que ce soit la même comédienne puisque l'IA n'est autre que le clone de l'assistante humaine. Donc toute la question était, sans changer de costume, sans changer de maquillage, sans changer de comédienne, comment faire passer au public immédiatement tiens, là on est face à l'aide-soignante humaine et là on est face à l'IA. Donc on a fait un gros travail sur la corporalité de la comédienne qui fait ça assez merveilleusement. Donc le principal défi en termes de mise en scène, c'était ça. Le deuxième défi, c'était encore une fois, on a beaucoup de médias, beaucoup de sound design, de vidéos, etc. C'était comment faire pour que les médias aient l'impression de technologie n'outrepassent pas le jeu des humains. Donc voilà. Et dans l'écriture, c'est un peu la même chose. Il a fallu trouver une manière de s'exprimer différente entre le robot et l'humaine. J'ai pas voulu faire un robot complètement caricatural. Je voulais vraiment éviter ça, ce qui est le cas aussi dans la série Real Humans. Et c'est ce que j'ai trouvé bien, c'est que le robot n'est pas caricatural. C'est pas un robot à l'ancienne mode. Ils se font vraiment avec l'humain, mais en même temps, il y a une différence. Donc, dans l'écriture et dans la mise en scène, c'était ça qui était difficile. C'est vraiment traiter le robot et l'humain de manière différente, mais qui soit pas trop criante. Parce que, encore une fois, on n'est pas en 1950. C'est pas le robot d'hier. C'est des robots beaucoup plus évolué, donc il fallait que ce soit crédible aujourd'hui en 2025, voire même en 2050. C'est très bien. Et d'ailleurs, le nom de ce robot, c'est Orna, O-F-N-A. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es venu le nom? Parce que je vois entre parenthèses, donc c'est Organizational Robot pardon, ma prononciation est plutôt catastrophique. Est-ce que tu pourrais le dire, Raven, s'il te plaît? Alors ça veut dire Organizational Robot for Nearby Accompaniment, donc c'est-à-dire robot organisationnel pour l'accompagnement de proximité. Tu l'as trouvé directement, ça s'est dit? Alors non, je ne l'ai pas trouvé directement. Au début, j'étais passée parce que tous ces robots, ils ont des noms comme ça, comme Sophia, c'est un robot qui est très connu, et ça finit toujours par A. Donc je me suis dit, tiens, je pourrais l'appeler Gaïa, la créatrice, etc. J'ai pensé aussi à la mythologie grecque, etc. Et je me suis dit, oui, mais non, mais ça existe déjà. Et puis, je me suis amusée à faire j'ai jamais dit ça à personne, c'est marrant, des anagrammes de mon nom. Et donc, dans mon nom, il y a les 4 lettres. Et je me suis dit, avec mon nom, comment est-ce que je pourrais m'arranger pour extraire 4 lettres de mon propre nom qui puissent faire un truc cohérent. Et donc, j'ai sorti Orna et je me suis dit, c'est rigolo. Et donc, j'ai trouvé ce Organizational Robot for Nearby Accompaniment qui correspondait tout à fait. Donc, c'est un petit jeu perso, mais j'ai jamais dit ça à personne, en fait. Voilà. Une exclusivité, merci. Absolument. Ouais. Ensuite, elle sonne vraiment bien. Et 4 lettres comme ça avec des points au milieu, on se dit, tiens, mais ça fait vraiment un robot, donc ça reste dans le tel, évidemment. Et vraiment, la phrase, et si vous dernier déjà au monde, et c'est qu'il n'y a, mais... Franchement, je suis sûre que des gens vont voir la pièce juste parce qu'il y a cette phrase. J'espère, c'est pour ça qu'on l'a mis sur le flyer et sur l'affiche. Et c'est vrai que moi, en tractant, j'ai tendance à la dire pas mal parce que tout de suite, on se dit, oui, c'est Black Mirror en fait. Est-ce que tu parles de Black Mirror, d'ailleurs, quand tu flyes un peu auprès des spectateurs pour les ramener par ta salle? Je devrais peut-être, parce qu'en fait, j'ai des vraies références. Alors, il y en a qui sont plus ou moins connues, mais effectivement, Black Mirror, c'est très connu. Stanley Kubrick, c'est très connu, notamment 2001, l'Odyssée de l'espace. La série Real Humans, elle a été quand même pas mal regardée. Mais c'est vrai que je tracte plutôt sur le pitch de ma pièce et éventuellement avec cette phrase, plus qu'en citant les refs. Et sans doute, je devrais plus pour que les gens se dépeignent un peu l'ambiance. Suite à notre interview, je vais te faire plus.
Super, je tendrai l'oreille pour savoir que tu dis que c'est une ambiance à la Black Mirror. Exactement, je vais le faire. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu voudrais revenir dessus pour mettre en avant la pièce ou tu penses qu'on a fait un tour de manière globale? On a fait un tour global. Merci pour tes questions qui sont tout à fait pertinentes et intéressantes. Non, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Que vraiment, dès qu'on entre sur scène, dès qu'on entre dans la salle, je pense que la scéno, on a du son tout de suite. On est vraiment plongé dans une sorte d'autre univers qui est pas mal inspiré aussi du Japon, parce que le monsieur était un ancien vulcanologue qui est veuf aujourd'hui et qui avait épousé une japonaise. Donc en termes de scéno, on est dans un truc futuriste et aussi inspiré du Japon traditionnel en fait, avec l'inspiration des tatamis. On a même un petit clin d'œil, que bon, peut-être je suis la seule à voir, mais au drapeau japonais. Il y a des petites incursions, il joue pas au go, mais il joue aux échecs. Et lui, monsieur, parle de temps en temps japonais. Donc voilà ce que je pourrais dire. Vraiment, on est plongé dans un univers entre le... Voilà. Pour ça, j'ai pour habitude de dire rétro-futuriste. Parce qu'il y a un côté Japon traditionnel et années 70 et en même temps on est très loin dans le futur. Super, merci pour toutes ces informations qui donnent envie d'aller voir la pièce. Donc Orna, O.R.N.A. Et si votre dernier lien au monde... Non, pardon. Ah, c'est joli, pardon. Oui, c'est ça. Oui, j'avais eu un reflet par rapport à la lumière, du coup j'ai les un bug. Pardon, Orna. Et si votre dernier lien au monde était une IA? Et on a envie de répondre à la question, mais en même temps, c'est compliqué. Et en tout cas, retrouvez donc la pièce au théâtre La Luna tous les jours à 13h05 et ça vaut vraiment le détour. Merci beaucoup. Merci Flora. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris, le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur, des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.